Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de ITV. 19h45, c'est parti pour le journal. Dans l'actualité ce soir, Thiaroye-sur-Mer, une maladie dermique apparue sur place entre le sommeil des pêcheurs. Les signes de cette pathologie, des boutons qui pullulent sur le visage, les mains et les parties intimes. Pour l'heure, on dénombre plus de 250 personnes infectées. Emploi et employabilité des jeunes. L'Office national de formation professionnelle lance le projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes. Une opportunité pour promouvoir l'entrepreneuriat. Plus de 2000 jeunes ont bénéficié d'une formation. Dans ce journal, direction la Petite Côte à Mbour, c'est pour aller à la découverte du Wharf de Mbour, un site jadis considéré comme un pôle économique et aujourd'hui en voie de disparition. Nous serons avec Muntaga Khan en fin d'édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue à tous. Direction la banlieue de Dakar, Thiaroye-sur-Mer, une maladie dermique est apparue sur place, une pathologie qui ne touche que les pêcheurs. Cette maladie se manifeste par des boutons sur le visage, les mains, sur les lèvres et sur les parties intimes. Au total, plus de 250 personnes ont été infectées. Les précisions de Mohamedou Lamine Fatiya. Jeunes pêcheurs, pour la plupart d'entre eux, alors de retour de la mer et qui présentaient un certain nombre de difficultés d'ordre cutané, donc des démangeaisons et autres au niveau de la peau et qui par la suite se sont aggravées. Alors hier, M. le ministre de la Santé est venu constater de lui-même et a pris un certain nombre de mesures. Nous étions venus donc dans le cadre du suivi de ces mesures-là pour travailler avec les structures de santé, le médecin-chef de région, le médecin du district, l'ICP, mais également les techniciens de la pêche, le chef du service régional, ainsi que le chef du service départemental, le maire de Thiaroye aux côtés du sous-préfet de Thiaroye et du préfet de Pikine. Alors nous avons donc constaté effectivement qu'il y a eu un rush vers les structures de santé. Entre hier et aujourd'hui, hier on était à 82 patients, mais ce matin on nous fait part d'au moins 200 personnes concernées par cette situation. Alors cela nécessite la prise de mesures supplémentaires, énergiques surtout, et dirigeantes certainement. Alors par rapport à cela, nous avons travaillé avec les autorités locales, donc l'autorité locale, le maire, mais également le personnel de santé, la brigade de gendarmerie, donc le personnel de sécurité et le service d'hygiène. Pour dans un premier temps, les accueillir, les prendre en charge du point de vue de la santé et les observer. Et pour les observer, nous avons pensé qu'il faudrait peut-être un site où l'on pourrait les loger le temps de voir l'évolution de la maladie. C'était plutôt la réaction du gouverneur de Dakar, Al-Hassan Saleh, qui était sur place pour s'enquérir de la situation qui prévaut à Thiaroye-sur-Mer, l'apparition d'une maladie dermique, une maladie qui ne touche que les pêcheurs. Cette maladie se manifeste par des boutons sur le visage, les mains, sur les lèvres, également sur les parties intimes. Plus de 250 personnes ont été infectées. Mohamedou Lamine Fatiya. Jeunes pêcheurs, pour la plupart d'entre eux, alors de retour de la mer et qui présentaient un certain nombre de difficultés d'ordre cutané, donc des démangeaisons et autres au niveau de la peau et qui par la suite se sont aggravées. Alors hier, M. le ministre de la Santé est venu constater de lui-même et a pris un certain nombre de mesures. Nous étions venus donc dans le cadre du suivi de ces mesures-là pour travailler avec les structures de santé, le médecin-chef de région, le médecin du district, l'ICP, mais également les techniciens de la pêche, les jeunes pêcheurs, pour la plupart d'entre eux, alors de retour de la mer et qui présentaient un certain nombre de difficultés d'ordre cutané, donc des démangeaisons et autres au niveau de la peau et qui par la suite se sont aggravées. Alors hier, M. le ministre de la Santé est venu constater de lui-même et a pris un certain nombre de mesures. Nous étions venus donc dans le cadre du suivi de ces mesures-là pour travailler avec les structures de santé, le médecin-chef de région, le médecin du district, l'ICP, mais également les techniciens de la pêche, le chef du service régional, ainsi que le chef du service départemental.
L'élément de Momodou Lamine Fati que vous allez retrouver certainement dans nos prochaines éditions. Coronavirus, la situation du jour, 17 nouvelles contaminations sur 786 tests réalisés, 8 cas contacts, pas de cas importés, 9 cas issus de la transmission communautaire, 3 dans un état grave, 8 patients ont été contrôlés négatifs, dont coup déclaré guéri. Le bulletin santé du jour lu par le docteur El Hadj Momodou Ndiaye, directeur de la prévention, par ailleurs porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La gouvernance au Sénégal en question avec le rapport de l'indice Mo Ibrahim, le sujet débattu ce matin sur iRadio, l'indice Mo Ibrahim qui évalue la performance de la gouvernance des pays africains en se basant sur la sécurité, le droit, également sur l'économie, entre autres, est classé le Sénégal 3e parmi les pays africains, un progrès selon le directeur de l'environnement des affaires de l'APIX, Mohamedou Lamine Ba, que nous écoutons au micro de Aliou Diouf. On peut savoir aujourd'hui avec cet indice quelles sont les problématiques d'accès d'eau que l'agriculteur a ou d'accès à la terre. Donc c'est une approche assez novatrice mais assez holistique qui prend en compte beaucoup de facteurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet indice? C'est que le Sénégal continue un peu à progresser dans l'indice en termes de notation par rapport au départ de 2010 quand l'indice est mis en place. Même si aujourd'hui il y a des efforts notables dans ce qui concerne l'environnement juridique, l'environnement des affaires, la question de la participation des citoyens dans le choix des gens qui vont les élire, il y a encore peut-être des efforts à faire sur tout ce qui est partie éducation, et surtout l'éducation des jeunes filles, l'éducation en termes de disparité aussi entre les zones rurales et les zones publiques, mais aussi de plus en plus l'éducation en termes de formation professionnelle. Fort heureusement que ces questions sont assez bien relatées dans les politiques publiques, surtout dans le PAP 2A. La nouvelle prioritisation qui est faite dans le PAP 2A parle de l'impératif d'aller vers notre souveraineté alimentaire, sanitaire et pour ne pas dire économique. Et aussi de plus en plus accorder l'importance aux secteurs comme l'agriculture, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité pour tout et résoudre aussi durablement la question de l'accès à l'eau tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Si pour Mohamedou Lamine Ba, des progrès ont été notés pour le directeur exécutif de l'Institut africain de la gouvernance, le constat est amer. La gouvernance a fait un bond en arrière sur le continent africain. Falilou Mbaké Sissé, que nous écoutons également au micro de Aliou Diouf. Ce rapport vient mesurer l'état de la gouvernance en 2019 en Afrique et il pose un constat amer, celui que la gouvernance a reculé, donc de 0,2 sur le continent. Et bon, ça donne à réfléchir parce que depuis 2015, le rapport alertait sur un infléchissement de la gouvernance, sur un tassement de la gouvernance en Afrique. La marche était plus lente en termes de progrès et malheureusement les signaux n'ont pas suffisamment alerté et les bonnes décisions n'ont pas été prises, ce qui a finalement abouti à un recul de la gouvernance. Pour le Sénégal, il faut considérer 2 points. Au Sénégal, le rapport considère que la situation relative à la sécurité, à l'état de droit, à la participation, etc., que cette situation reste quand même stable, hein, avec parfois un léger infléchissement. Par contre, dans le domaine du développement économique et du développement humain, là, il y a quelques efforts à faire. Donc globalement, c'est ce qu'on retient de ce rapport, avec un point intéressant qui pose que depuis 2015, en réalité, la perception des Sénégalais sur la manière dont le pays est gouverné est une perception donc de plus en plus favorable, de plus en plus positive.
Et puis concernant la promotion de l'emploi et de l'employabilité des jeunes, l'ONFP, Office national de formation professionnelle, a mis sur pied un nouveau projet. L'objectif de ce projet, accompagner et former les jeunes dans différentes activités. Une rencontre s'est tenue ce matin. C'était en présence de Hawa Chawa. Plus de 2000 étudiants enrôlés pour une formation à l'entrepreneuriat. Celle-ci entre dans le cadre du projet de l'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs. L'Office national de formation professionnelle a signé une convention dans le cadre du projet PDCEJ, qui est un projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes, donc dans les secteurs économiques porteurs tels que le pétrole, le gaz, il y a le cuir et également tout ce qui est transformation alimentaire. Et ce projet est financé par la Banque africaine de développement avec l'État du Sénégal et qui vise aujourd'hui à améliorer la qualité de la main-d'œuvre pour permettre une compétitivité de nos entreprises, mais également permettre en tout cas l'entrepreneuriat des jeunes. Selon le directeur de l'ONFP, les étudiants à terme de cette formation bénéficieront d'un suivi jusqu'au bout. Mettre l'insertion désormais dans la formation professionnelle parce que ceci va faciliter le suivi des jeunes qui sont formés. Mais ce qu'il faut dire aussi que l'ONFP a adopté une démarche anticipative, si je peux dire ainsi. Parce que nous nous sommes basés aujourd'hui sur une expression de besoins réels en termes de main-d'œuvre qualifiée. Donc je pense que pour ces cohortes que nous sommes en train de former, il y aura effectivement un suivi, mais il faut dire aussi que ce ne sera pas tous les jeunes formés qui vont être pris dans le cadre de cette expression de besoin. Par ailleurs, l'immigration clandestine était au menu de cette rencontre. Je suis vraiment ravi de cette formation parce que pourquoi? J'avais une fois essayé l'immigration qui n'a pas marché. Et chose que je regrette amèrement parce que j'ai vu pas mal de dégâts au cours de mon voyage. Maintenant, j'ai vu cette formation à travers le net. Je me suis dit que, attends, je vais essayer de déposer mon dossier. Et j'avais déposé et on m'a sélectionné. Et pourquoi je me suis lancé dans l'immigration? Parce que vu le contexte social que je vivais, vu la situation familiale que je vivais, c'est cela qui m'avait poussé à aller vers l'immigration. Je croyais que c'était la seule opportunité pour pouvoir aider ma famille et soutenir peut-être les parents. Pour aider les jeunes à adhérer au milieu professionnel avec des diplômes en poche, le directeur général de l'Office national de la formation professionnelle, ONFP, invite les jeunes à s'engager davantage et de croire que la réussite dans ce pays est possible. À travers tous les autres jeunes du Sénégal, pour que nous tous puissions les... Hawa Chawa, relancer les centres départementaux d'appui et de formation des femmes pour permettre l'autonomisation des femmes. C'est l'ambition du ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfant, ministre qui a visité le CEDAF de Bambilor. Le compte-rendu de Babacar Seck. Le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, en tournée dans le département de Rufisque, a insisté sur l'importance des centres départementaux d'appui et de formation des femmes. Les CEDAF doivent être un outil pour l'autonomisation des femmes. L'importance des CEDAF réside dans le renforcement des capacités des femmes qui représentent 52% de la population. Ce n'est pas négligeable dans l'économie nationale. Il ne faut pas qu'elles soient dans l'informel. Les CEDAF sont dans tous les départements du pays et s'attellent à renforcer les femmes. À leur sortie des centres d'appui, les femmes doivent être autonomes et bénéficier de financement pour s'en sortir. C'est ça l'objet de la formation. Dans l'après-midi, le ministre a assisté à l'inauguration du marché central de Bambilor, entièrement financé par la commune. Cette infrastructure moderne offre toutes les commodités. Offre les commodités nécessaires à l'exercice des activités marchandes
et dans les conditions décentes. Ce nouveau marché, par sa taille et par le rayonnement qui en est attendu, devrait constituer un levier important dans la structuration du système de production, de gestion et d'échange des biens et services dans la commune, voire le département. Sachant que cet engagement que je magnifie s'inscrit bien dans la perspective de l'autonomisation des femmes qui est au cœur du plan Sénégal émergent, vous disposerez de l'accompagnement de nos services. Le maire de la commune a donné le nom du marché à Mam Aoundir, qui fut la première chef du village de Bambilor avant les indépendances. Babacar Seck, célébration de la journée africaine de la statistique, une occasion pour l'Agence nationale de la statistique et de la démographie de tenir un panel, la modernisation des systèmes statistiques nationaux pour fournir des données en vue de soutenir la paix et le développement durable en Afrique. Tout le sens de la rencontre de ce matin, rencontre qui s'est tenue en présence de Mohamedou Rassoul Kana. Moderniser les systèmes de statistiques nationaux est la volonté de l'Agence de la statistique et de la démographie. L'ANSD veut désormais prendre en compte l'égalité des sexes dans ses études. Son directeur s'appuie de la nouvelle technologie pour développer et diffuser les statistiques. Pendant la crise, nous avons donc été durement affectés par les restrictions. Du fait que on a essayé de déployer d'autres mécanismes pour pouvoir répondre à la demande à temps opportun et avec des qualités, avec des données d'une certaine qualité. C'est ainsi que nous avons largement investi les fenêtres d'opportunités qui nous étaient offertes par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc vraiment la modernisation des structures passe par l'adoption des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans le cadre des objectifs du développement durable, tous les couches vulnérables sont prises en compte. Le slogan ou ce principe fondamental ou essentiel du programme 2030 des Nations Unies qu'on appelle Objectif de développement durable, c'est de faire en sorte que tout le monde compte, que personne ne soit laissé en rade. Donc, nous devons tout faire pour que tout le monde, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, les handicapés, toute cette catégorie vulnérable, que ce soit au niveau national, au niveau local, tous apparaissent à travers les statistiques. La coordonnatrice nationale de l'ONU Femmes plaide la cause des femmes. Elle notifie les objectifs du projet Women Count qui concourent à améliorer la situation des femmes. Maintenant, la mise en œuvre concrète du projet avec l'ANSD, qui est notre partenaire stratégique dans ce projet, c'est de pouvoir créer un environnement favorable d'intégration du genre et d'avoir aussi des données sexospécifiques dans tous les domaines d'enquête pour pouvoir aider à la décision et aussi renforcer la capacité des utilisateurs de données pour pouvoir avoir une situation de base sur l'égalité de sexe et pouvoir permettre de développer des politiques nationales pour améliorer la situation des femmes et des filles au Sénégal. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie a pour finalité de sensibiliser la population, les décideurs ainsi que les gouvernements sur l'importance de la statistique. Mohamedou Rassoul Kane, éducation à présent, une semaine après la reprise des cours au Sénégal, des élèves attendent toujours leur orientation. Une situation que dénonce le gouvernement scolaire du lycée Seydina Limamoulaye. Selon les membres, le respect du quantum horaire risque de faire défaut cette année. Avec cette situation, ils l'ont dit à Mamadou Lamine Fatija. Des jours après l'ouverture des classes, certains élèves tardent à être orientés, une situation que confirme le principal du CM Diarem, bien que beaucoup de ces apprenants commencent à recevoir leurs orientations. Depuis hier, les talons d'orientation sont en train d'être tirés et distribués aux élèves. Donc actuellement, le responsable des examens au niveau du CM, M. Libas Gueye, en tout cas, fait un travail remarquable parce que depuis ce matin, il est en train de tirer les talons d'orientation. Et vous savez que ici, notre lycée polarisateur, c'est le lycée Limamoulaye. Et à ce niveau, je crois que d'ici demain, n'est-ce pas, tous les élèves, n'est-ce pas, seront édifiés sur le sol.
Parce que sur les 162 candidats, alors tous ont été orientés, sauf 2. Un rejet, parce que âgé, et un autre qui est en instance. Donc sur les 162 actuellement, presque les 160 sont orientés. Voilà, donc il y a un seul dossier en instance et un dossier rejet parce que âgé. Au niveau du lycée Limamoulaye, des files interminables d'élèves, certains pour une réinscription, d'autres juste pour attendre leurs orientations, nous dit le président du gouvernement scolaire, qui a aussi des craintes que le programme ne soit pas terminé à temps. À mon niveau, cette situation c'est un peu délicat parce que, voyons voir, pour les élèves qui sont en classe de seconde, qu'on devait orienter au niveau du lycée Seydina Limamou Laye n'ont pas encore été orientés au niveau du lycée. Et c'est tout à fait un problème pour eux parce qu'ils sont venus vers nous dire que nous ne sommes pas orientés en pleurant. Et ça fait du mal en voyant un élève qui veut vraiment apprendre, inculquer le savoir et on l'empêche de cet savoir qui est les orientations. Nous demandons au ministère de l'Éducation nationale et au ministère de la formation professionnelle d'y intervenir immédiatement parce qu'avec les perturbations des cours de l'année passée, avec la situation du Covid-19, nous ne voulons même pas y mettre en ce moment avec cette situation. Une année scolaire qui commence pas très bien pour beaucoup d'élèves qui attendent toujours d'être orientés dans les CM ou lycées de la banlieue. Et nous parlons de tout à fait autre chose. Direction la cité religieuse de Touba. Après l'incendie qui a ravagé hier le marché Ocas, le directeur du commerce était sur place pour faire le constat. Omar Diallo annonce de nouveaux projets de modernisation des marchés. Il est au micro de Gourandaklo. Nous sommes venus ici apporter le message de compassion de l'autorité pour vous dire que nous sommes à vos côtés pour partager avec vous ce sinistre, pour partager avec vous cette douleur et pour aller avec vous dans la gestion de cette catastrophe. Ce que nous avons vu aujourd'hui nous permet d'aller encore beaucoup plus vers la modernisation et la sécurisation des marchés. En ce qui concerne la région de Diourbel, le marché de Loubé-Diop fait l'objet de ce programme de 300 millions qui a été dégagé et qui a commencé à être réalisé. Le marché interrégional est prévu pour être édifié ici dans la ville de Touba. En relation avec l'AGETIP, notre partenaire, et en relation aussi avec les autorités religieuses, il s'agit de choisir le site qui va abriter ce marché interrégional. Dans tous les cas, les autorités sont en train de se concerter avec l'autorité religieuse de Touba pour pouvoir déterminer véritablement le site qui va abriter ce marché interrégional. Du sport à présent, football, Coupe d'Afrique des Nations 2022, le Cameroun, pays hôte, le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie et le Mali ont décroché leur ticket qualificatif. Pendant ce temps, 3 pays ont été éliminés de la course. Il s'agit du Tchad, de Sao Tomé et Principe et du Togo. Les précisions de Adama Sara. Ils sont au total 5 pays à avoir décroché leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Il s'agit de l'Algérie, tenant du titre, du Sénégal, de la Tunisie, du Mali et du Cameroun, pays organisateur. Par contre, d'autres pays sont bien partis pour assurer leur qualification à l'issue de la 5e et avant-dernière journée de ces éliminatoires en mars 2021. C'est le cas de la Guinée dans le groupe A, tout comme le Burkina Faso dans le groupe B, de même que le Ghana et l'Afrique du Sud dans le groupe C, de la Côte d'Ivoire dans le groupe K, du Maroc dans le groupe E et de l'Égypte dans le groupe G. En revanche, 3 pays sont déjà éliminés de la course, quel que soit le résultat des 2 dernières journées. C'est le cas du Tchad, de Sao Tomé et Principe et du Togo. Pour rappel, la compétition se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Adama Sarr, sport toujours, Jeux olympiques Tokyo 2021. Pour les préparatifs de la compétition, les athlètes sénégalais peuvent désormais tenir des séances d'entraînement à l'INSEPS de Paris. Grâce à un partenariat noué entre la Fédération sénégalaise d'athlétisme, le club olympique français et l'Institut de sport de Paris. La correspondance de Abdoulatif Diop.
À 8 mois des Jeux Olympiques de Tokyo 2021, les athlètes et entraîneurs sénégalais pourraient bien avoir l'opportunité de venir se préparer à Paris à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance INSEP. Le vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, Cheikh Tidiane Boy, est venu rencontrer les dirigeants de l'INSEP Paris pour nouer ce partenariat. Je suis venu rencontrer le directeur général de l'INSEP et M. Bernard Amsalem pour anticiper les prochains Jeux olympiques. Présentement, au niveau du Sénégal, nous avons des travaux un peu partout au niveau des installations et nous avons un potentiel énorme au niveau de l'athlétisme et la boxe. Et c'est pourquoi je ne suis pas gêné de venir leur voir, d'essayer d'accélérer ce que je veux faire venir l'équipe de 4x4 du Sénégal pour préparer les prochains Jeux olympiques. Ce futur partenariat permettrait à offrir aux athlètes sénégalais une préparation optimale en vue des Jeux olympiques de Tokyo en juillet 2021. Le directeur de l'INSEP de Paris semble favorable à la demande de Cheikh Boy, qui a lui-même fréquenté ce centre sportif dans les années 90. Vous savez, la vie, c'est que des rencontres, en fait. Et la rencontre, elle est là aujourd'hui parce que, comme l'a évoqué Cheikh, on se connaît depuis très très longtemps. On était ici à l'INSEP. On est des enfants de l'INSEP. Il a bénéficié de cette double culture qui est une richesse inouïe. Bernard a provoqué cette rencontre qui est importante pour le mouvement olympique, qu'il soit français ou sénégalais. Il est important aussi pour l'État sénégalais comme pour l'État français. Et c'est vrai que quand je vois le potentiel que peut avoir le Sénégal avec les hommes qui sont investis dans différents sports, parce qu'il y a la boxe, effectivement, il y a l'athlétisme, mais il y a la lutte. Et puis je suis convaincu que la femme, l'homme sénégalais peut aller sur d'autres champs, d'autres sports encore, parce qu'ils ont des prédispositions qui sont juste exceptionnelles et il faut juste leur proposer. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce qu'il évoque, que des centres, on doit aller jusqu'au bout dans ces centres d'entraînement. Le comité olympique français, qui a facilité ce partenariat, se dit très enthousiaste à accueillir des athlètes et techniciens sénégalais à venir se renforcer les capacités à travers des stages. Notre ambition partagée, c'est de faire en sorte que les athlètes sénégalais puissent trouver ici, à la fois des athlètes et des entraîneurs, puissent trouver des compétences pour les aider à progresser dans leur discipline. On a parlé de l'athlétisme, de la boxe, de la lutte. Selon les conclusions de cette rencontre, des sportifs sénégalais pourraient bénéficier de ce stage dès le mois de mars prochain pour mieux préparer les Jeux de Tokyo. L'équipe de relais 4x400 pourrait être les premiers à faire le déplacement pour se bénéficier de ce partenariat fructueux. Vous l'avez compris, nous sommes mercredi, la rubrique découverte comme chaque semaine. Nous vous parlons aujourd'hui du Wharf de Mbour, un site qui date de l'époque coloniale, jadis un pôle économique. Aujourd'hui, le site commence à perdre son lustre d'antan. Muntaga Kana. Le Wharf de Mbour, qui constituait un fulgurant pôle économique durant la période coloniale, est devenu aujourd'hui un vestige aux poteaux épars et fragiles, à la merci des vagues et du vent. Il fut un moment où tous les paysans des contrées environnantes cultivaient de l'arachide. Cet arachide était amassé sous forme de hangar qui est destiné à être acheminé au niveau du bateau qui attendait au large. Le wharf était alors très productif. wax bi bari yoon njariñ yoo xamee ne bar na ñoo xamee ne ñu ngi fi doon liggéey ndaxte bu selang bi ñëwee bu oto yi ñëwee indi ki gerte gi ñee ko eb si mbaam puus si di ko eb yéegal si kaw wax bi muy jaay si raay bi ñee ko yóbbu. Le wharf faisait travailler beaucoup de personnes. Dès que les voitures commençaient à arriver, les charrettes d'ânes s'attelaient à acheminer le produit jusqu'au wharf où ils sont entassés. Une fois que la place est suffisamment remplie, alors le bateau quittait Dakar était amarré entre les deux points de repère appelés Boy. L'Armacor, un bateau de relais, attendait un peu plus loin, aux environs de la place dénommée Wassanam. La barque dénommée
Ndung s'est chargé d'acheminer le produit. L'Armacor se charge alors du dernier trajet vers le bateau. Armacor bi nag mooy bateau bi nga xam ne moo ko ëpp doole mooy taxaw ci biir géej mooy comme remorque bu ko defee mooy takk yooyu mu yóbbu woon nag yóbbu ko bu ñu demee bu ñu desertee ba pare bu ko dellusee ci ginnaaw waasanaam taxaw foofu Ndung dem jëli leen indi leen ne costé waat ci waax bi. En ce temps, faute de voitures, seules les pirogues pouvaient transporter du matériel lourd. bant waax bi nag am na gaal gu ko fi indi gaal gu ñuy wax Sala Fatma. Les piquets qui constituaient le wharf étaient transportés par une pirogue dénommée Sala Fatma. C'est le frère de Mamdana Sang qui l'a fabriqué. C'est mon propre père qui a fabriqué la pirogue à partir d'un arbre qu'il a abattu le même jour où mon père naquit. Mbuur boobu oto amul saret entonul bagage bi. Sala Fatma moomu gaal gu ma am dama koy duppee ba fi ma nekk par l'arachide, les poissons foisonnaient au grand bonheur des pêcheurs. façon nit ñu nekk daan fi liggéey. tefes gi naatoon. ndaxte boobu. C'est cette même pirogue qui a transporté le commandant de Nianing à Mbour. En ce temps, il n'y avait pas de voiture et les charrettes ne pouvaient pas supporter certaines charges. Jusqu'à aujourd'hui, je donne le nom de toutes mes pirogues. Aujourd'hui, le wharf est devenu un piteux spectacle. Les affaires étaient florissantes. Les graines d'arachide qui tombaient dans l'eau attiraient les poissons. En ce temps, le camp de repos avait son propre film. Pour le patriarche, l'État pouvait conserver cette infrastructure ou l'améliorer, mais il trouve qu'il n'en a pas la volonté. waaw xam nga gouvernement amul lu mu manul si bu ko faskee amul lu mu manul. Le gouvernement toute chose, il suffit qu'il en ait la volonté. Mais j'en doute fort, si on se réfère au Maroc qui a construit une mosquée dans l'eau, on peut comprendre qu'il ne s'agit que d'un manque de volonté. Mais sans volonté, on ne peut rien faire. mu sotti def si dugal yéeneem wante loolu moo la def it man la nekk. Chose étonnante, la mer qui a englouti des centaines de mètres sur la berge a laissé intact l'espace du wharf qui est devenu hélas un dépotoir d'ordures. La rubrique découverte de ce jour qui porte la signature de Muntaga Kane. C'est cet élément qui met un terme à cette édition. Tout de suite, vous retrouvez El Hadj Malick Cissé pour la suite de votre bloc d'information. La totale. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.